tout juste 1 an, nous voulons des coquelicots, qui pareil a maintenant fleuri dans tout le pays. Je crois que c'est aussi par ces interventions-là qu'on crée des rapports de force pour qu'effectivement on revienne à des plantations, à des cultures, à de l'agriculture beaucoup plus respectueuse de l'environnement. C'est une urgence, on le voit tous les jours. Et donc voilà, ce que je pense, c'est que mon arrêté sera déféré au tribunal administratif, l'ensemble, mais qu'il faut qu'on continue la bataille parce que c'est une bataille d'avenir, c'est une bataille pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour la planète, pour nous tous. Et en tout cas, merci de vos implications aussi dans le collectif des coquelicots. Mme Fiodo. Je voudrais vous demander, Madame le maire, où en est votre arrêté sur les compteurs Linky? Parce que moi, je suis harcelée. Je ne réponds pas à un téléphone fixe, parce que comme j'ai toujours la pub, mais le soir, quand je reçois au moins 10 coups de téléphone par jour de celui qui met les compteurs Linky. Ça commence à m'emmerder. Alors, les compteurs Linky, c'est une délibération du conseil municipal, je rappelle, qui visait à ce que le choix soit permis aux usagers de l'électricité de choisir ou non un compteur Linky. Même si on sait que c'est une décision qui va s'imposer si on n'inverse pas aujourd'hui le rapport de force. Les études scientifiques diverses montrent pour certaines de la nocivité. On se rappelle qu'au printemps dernier, il y a eu une avancée, certes en référé, on attend le jugement sur le fond à Toulouse, où 13 habitants se sont portés, ont déposé plainte parce qu'ils étaient électrosensibles et ils ont vu leur santé se dégrader. Donc en référé, le tribunal de Toulouse a constaté cette dégradation de santé et donc a interdit la pose de compteurs Linky chez ces personnes. Donc c'est pareil, nous a demandé de retirer cette délibération. Enedis s'est fendu d'un beau courrier pour expliquer que de toute façon c'était comme ça et ça ne serait pas autrement. Et là je dirais que c'est un peu la même discussion qu'avec la réalité anti-pesticides, c'est que faut arriver à créer les rapports de force. On est un certain nombre de villes à travers le pays à avoir pris des délibérations, des arrêtés par rapport au compteur Linky. On va tous passer au tribunal, ça ne faut pas se leurrer. Mais c'est pareil, c'est aussi l'implication citoyenne qui permet de créer des rapports de force. Parce que le principe de précaution qui s'applique souvent dans plein de domaines où principe de précaution, là, ce principe n'existe pas. Alors, il faut quand même savoir qu'à la clé, Enedis va embaucher quand même quelques millions d'euros. Alors, de mémoire, c'est un demi-milliard d'euros, 500 millions d'euros qu'ils vont embaucher, que nous allons verser parce que, contrairement à ce qui est dit, c'est pas gratuit. C'est pendant quelques, je crois, 15 ans, on va payer, ou les usagers vont payer à travers leur facture le compteur Linky, alors qu'il avait été présenté que c'était un compteur qui serait entièrement gratuit. Donc là, c'est pareil, il faut continuer les batailles, les revendications, parce que, voilà, moi je vous invite à aller voir sur tout ce que fait l'UFC Que Choisir sur cette question. C'est très argumenté, c'est très détaillé. Et puis on commence à avoir des personnes qui adressent des lettres recommandées à Enedis pour expliquer qu'ils ne veulent pas de pause de compteur Linky. Et il faut savoir que jusqu'en 2021, il ne peut pas s'imposer. Donc ça nous laisse un petit peu de temps pour continuer la bataille et de pouvoir refuser quand il est à l'intérieur. Parce que quand il est à l'extérieur, Enedis y a accès sans demander notre autorisation, bien qu'ils doivent obligatoirement vous en informer, vous informer de la date et de l'heure à laquelle ça doit être fait, puisqu'il y a une coupure d'électricité qui peut entraîner des problèmes importants à l'intérieur des habitations. Quelqu'un, je pense qu'il y a une respiration artificielle, on a des personnes qui sont hospitalisées à domicile, leur couper l'électricité pendant 1 heure, ça doit être prévu. Et là aussi, bien souvent, parce que
c'est Enedis qui fait les travaux, mais ils sous-traitent et les sous-traitants sous-traitent. L'information n'est pas donnée. Et là, on peut se retourner contre Enedis. Moi, je voulais rejoindre Madame Fillodot parce que j'ai des personnes âgées dans ma rue et ils sont vraiment agressifs. Et j'ai une dame qui était vraiment dans tous ses états et nous, on a refusé, on a envoyé une lettre recommandée et on a mis un post-it, un gros post-it, je ne sais pas comment ça s'appelle, je ne me rappelle plus. Et donc, on l'a collé sur notre compteur et cette dame est passée devant chez nous. C'est une dame, bien sûr, qui est à la retraite. Son mari qui fait de la Parkinson. Et elle m'a dit, c'est dommage que je n'ai pas vu votre panneau avant. Parce qu'ils sont agressifs, ils nous menacent. Il y a plusieurs personnes qui nous ont dit pareil. Alors j'ai dit, et ce qu'il y a, c'est qu'elle a eu sa première facture. Et là, elle a vu qu'il y a eu du changement. Alors je lui ai dit de me donner la facture et on fera une photocopie ensemble. Voilà, merci. Madame le maire. Non, attendez, il y a plein de gens qui souhaitent parler. C'est juste en complément de ce que vous avez dit. C'est en complément de ce que vous dites, madame. Il y a juste des gens, je dis juste, madame, qu'il y a des gens avenue Normandie-Niemen qui se font démarcher par des personnes qui ne sont pas du tout identifiées et linky. Et donc là, il y a vraiment une sensibilisation à faire. C'est juste, je tout à fait. Et c'est pas forcément, c'est souvent linky, c'est des sous-traitants parce qu'on est intervenu là-dessus. Il n'y a pas d'écrit. Non, il n'y a pas d'écrit. Mais ils jouent parce que de toute façon, tout est mal organisé. Donc moi, j'invite tout le monde à refuser et à faire savoir autour de nous, là où on habite, qu'on fait une chaîne humaine quelque part pour empêcher une chaîne humaine qui garde nos compteurs. Madame. Bonsoir. Donc, je suis habitante de Morsan et j'interviens au nom de l'APLVM, dont je suis membre depuis 30 ans et je suis également membre du bureau. C'est une réponse à un petit encas qui a été fait dans les élus de la ville fraternelle. Donc, dans le numéro de septembre 2019, la ville fraternelle affirme, dans un encadré signé Annabelle, que le promoteur du projet de la place Buisson semble s'être mis dans la poche l'APLVM. Nous allons rappeler les faits. De quoi s'agit-il? Du projet d'un immeuble de 50 logements place Ferdinand Buisson. Le PC a été accordé le 14 février 2019. 50 logements, 70 places de parking, sous-sol entièrement cuvelé. Voici donc la réponse de la PLVM qui est mise en cause. La PLVM n'a comme seule préoccupation que l'intérêt des riverains. Elle a organisé, à la demande de ces riverains du quartier Buisson, une réunion d'information sur ce projet immobilier le 13 mars 2019 à la salle des familles du château, donc à la demande des riverains. 3 des riverains ont alors engagé auprès du tribunal administratif de Versailles une procédure pour annulation du permis. Ils sont représentés par Maître Labonelli, également avocat de la PLVM. La PLVM n'est pas associée à cette procédure pour laisser toutes les chances à ces requérants de voir aboutir leur procédure. La PLVM est donc intervenue uniquement en termes de conseil. Dans le même numéro, la ville fraternelle dit que la dite association APLVM est la même qui, avec la droite locale, avait fait tout un foin pour un petit immeuble accueillant des locataires au 40 rue Paillard, 11 rue de la Ferme. Réponse. Tout d'abord, la PLVM a demandé l'annulation du permis de construire de l'immeuble, petit immeuble quand même de 35 logements, avec plusieurs riverains du Vieux-Bourg, mais sans le concours de la droite locale. C'est une démarche purement associative. Le PC a été annulé par le tribunal administratif en mars 2017 parce que l'immeuble ne s'harmonisait pas avec son environnement. Le Conseil d'État a confirmé l'annulation en décembre de la même année, donc voilà. Et ce type d'annulation est extrêmement rare, exceptionnel, et maintenant, il n'y a plus à revenir dessus. Le permis est annulé. En conclusion, en ce qui concerne l'immeuble construit 40 rue Paillard et le projet de la place Ferdinand Buisson, la PLVM n'a comme seul objectif
que de faire prévaloir un urbanisme de bon sens à Morsan, comme elle le fait depuis 30 ans. Un urbanisme maîtrisé qui respecte l'environnement et ses habitants. Morsan, soyons sérieux. J'ai lu ça dernièrement dans un bulletin des Amis de la vie fraternelle. On ne peut pas continuer à diffuser de tels mensonges et nous invitons la dite association de la ville fraternelle à respecter à l'avenir ce qu'ils demandent dans leur bulletin numéro 21 de septembre. Je pense que vous savez de ce dont je parle, c'est de la moralité dans les rapports entre citoyens et particulièrement sur le plan politique. Soyons donc sérieux et que cessent toutes ces calomnies et ces mensonges. Merci de m'avoir écouté. On consacre à des questions. Monsieur, madame. Attends, il y a monsieur d'abord. Bonjour. Le maire, bon, je ne suis pas habitué à ce type d'exercice, c'est mon premier conseil municipal. Alors, je m'appelle monsieur Némorin, Xavier, et je m'apprête à être nouvel habitant au sein de la ville de Morsan-sur-Orge. Déménagement prévu bientôt. Et donc j'ai déposé mon permis de construire en décembre 2017, qui a été accepté quelques mois après. 2017, ouais. Et donc j'ai appris, 6 mois plus tard, je crois, qu'une construction, donc la dite place Ferdinand Buisson, allait être, le permis de construire avait été accepté et que la construction allait pousser en face de chez moi. Alors, ça commence mal. Je m'apprêtais à vivre vraiment quelque chose de magnifique avec la construction d'une nouvelle maison. Et au final, c'est arrivé à Morsan. Ça prête peut-être, dans le cas où mon procès n'aboutit pas, à être un enfer. Je me pose la question. Imaginez-vous, sortez de chez vous, vous avez votre fenêtre extérieure, à 5 mètres, un mur de 13 mètres en face. Imaginez-vous votre cuisine, votre chambre, peut-être la chambre de vos enfants, se retrouve à 15 mètres d'un immeuble avec une dizaine de fenêtres en vis-à-vis. Zéro intimité. Zéro intimité. Perte de valeur assurée de 30% minimum. Le noir dans mon salon. Je ne vois pas comment le soleil peut passer, notamment en hiver. Je ne parle même pas de la consommation d'électricité, gaz, etc. C'est plus RT 2012, c'est RT 1965. Je ne vois pas comment ça se fait qu'un tel permis de construire a été accepté. Je ne vois pas. Et si jamais vous, Madame le maire, ou les autres, vous me dites, bon ben c'est normal, imaginez-vous à ma place, et vous verrez que c'est pas possible. Donc ma question elle est simple. Déjà, avant de poser ma question, je vais confirmer que pour moi, ça c'est vraiment mon avis personnel, je ne pense pas avoir eu le soutien de ma mairie. J'entends parler de rapport de force, de préavis au tribunal administratif, etc. J'étais tout seul. On est 3 riverains aujourd'hui et on est seuls. Je vous ai demandé, Madame le maire, un rendez-vous. Je crois que je suis allé sur le site internet, j'ai regardé, j'ai tapé, 0 réponse. Non mais, je donne les faits. Voilà, on commence sur les bons termes. Je donne des faits clairs. 0 réponse. Nous avons fait un recours gracieux. 0 réponse. Le recours gracieux, Madame Bouchon, qui m'a reçu, connaît parfaitement le dossier. 0 réponse. La seule réponse que j'ai pu avoir, c'est de la part de l'association qui est à ma gauche, qui m'a conseillé un avocat, justement en tant que conseil. Ma question, elle est celle-ci. Qu'allez-vous faire pour ce PLU qui, à mon sens, est une catastrophe pour les riverains du vieux Morsan?
si jamais vous parlez de rapport de force, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour nous, 3 pauvres administrés, qui sont contre un projet immobilier qui est important, 50 logements, et qui, à mon sens, n'avons pas de soutien. Pardon, excusez-moi, je ne suis pas objectif, hein. J'arrive, je ne sais pas ce qui s'est passé avant. Je vous donne un avis très personnel, sans forcément voir ce qui s'est passé. Je n'ai pas cette historique d'il y a 3 ans. Voilà. Je connais parfaitement le dossier, puisqu'effectivement, je vous ai reçu. Donc, je ne peux pas vous laisser dire que vous êtes tout seul face aux promoteurs, parce qu'on vous a reçu avec le service urbanisme pour vous donner justement des billes pour intervenir au niveau d'un recours, vous, en tant qu'individu et individuel. Sachez qu'à mon niveau, moi j'ai refusé 3 fois ce permis, 3 fois en leur disant que c'était trop dense. Ils ont réduit, mais alors vraiment de très peu, ils ont réduit le projet en retirant tout ce qui était à l'arrière finalement du projet. Malheureusement, ça ne vous touche pas à vous, mais les pavillons qui sont au bout. Maintenant, on a eu un accord des Bâtiments de France, parce que là encore, on se retrouve avec l'architecte des Bâtiments de France qui sont bien gentils, mais déjà sur le premier projet, ils nous avaient fait un accord sans aucun motif, sans rien du tout, et derrière, quand les riverains vont au tribunal, là, il y a un mail qui part du même architecte des Bâtiments de France en disant que ça ne s'intègre pas dans le paysage. J'aurais préféré qu'ils nous le disent à nous, qu'ils nous mettent des bâtons dans les roues pour justement éviter derrière ce genre de soucis. Là, on se retrouve avec la même chose. Il y a eu un changement des architectes des Bâtiments de France. Le premier avait accepté le projet également, avec plus de logements encore, avait accepté le projet en demandant simplement à ce que ce bâtiment ressemble à l'école Buisson qui est en face. Ça soit faire une sorte de symétrie. Changement des architectes des Bâtiments de France. Là, l'architecte a complètement revu le projet. Moi, je trouve que ça ressemble à un bord de mer, etc. On s'en est expliqué avec lui. C'est lui qui a le dernier mot, c'est l'État. Donc voilà, on se retrouve encore avec ce souci-là. Alors maintenant, la seule solution après restant pour une commune, c'est effectivement d'aller jusqu'à un recours abusif, un avis défavorable, abusif. Mais ça veut dire derrière tribunal, donc ça veut dire des ressources financières qu'on pompe sur le budget. Alors, est-ce qu'on a le droit de pomper sur le budget pour certains habitants et pas pour la totalité de la commune? Même si l'urbanisme, ça n'est pas qu'une histoire de quartier, mais bien effectivement une histoire de vision sur la commune. Pour le PLU, le PLU, il faut lui laisser un peu de temps de vie. Donc effectivement, il a été accordé, mais validé en 2016. Donc, voilà. Donc maintenant, on a recueilli justement tout un tas de points qui ne vont pas, ou par exemple, à certains secteurs, on a mis des normes tellement strictes que là, des terrains sont devenus inconstructibles. Inversement, on a fait malheureusement effectivement des loupés dans d'autres cas, où on n'a pas suffisamment encore protégé les pavillons. Donc ce PLU, effectivement, il y a une révision qui peut être faite et qui sera faite de la même façon que le PLU a été construit, en participatif, parce qu'il faut savoir que le PLU a été fait sur 6 ans, je le rappelle pour vous, puisque vous n'étiez pas sur la commune, tous les autres le savent. Ça a été travaillé avec des associations qui étaient déjà présentes sur le territoire. Moi-même, j'étais une habitante à l'époque, et j'ai fait partie du comité du PLU. C'est clair que sur toute une ville, malheureusement, il y a effectivement des loupés, et je conçois tout à fait, on était suffisamment contrariés quand on vous a reçu, que ça pose effectivement des problèmes. Alors après, on peut, nous, tout à fait, service urbanisme, vous accompagner aussi en refaisant une réunion avec les promoteurs, même si je rappelle quand même que ce projet, ça n'est que du privé-privé.
Là où la mairie accompagne plus, fait les réunions d'information, etc., c'est quand ça part d'un terrain communal qu'on vend effectivement à un promoteur ou à un bailleur social plutôt pour faire une construction. Là, c'est vraiment que du privé-privé. Et on se retrouve sur la commune avec beaucoup de ce genre de soucis. Pour l'instant, sur tout un tas d'endroits, on a réussi à résister. Sur 2018, les refus que j'ai pu faire en permis, sans compter les doubles refus, triples refus, etc., ça fait à peu près l'équivalent de 800 logements. Je peux vous dire que Morsan, les promoteurs, ils ne rêvent que d'une chose, c'est de mettre les pieds sur Morsan. Parce que les prix ne sont pas encore très élevés pour eux. Hein, pour nous, c'est autre chose, en tant que particulier, parce qu'évidemment, plus il y a de promoteurs qui achètent et plus les prix montent. Donc, ils sont très, très, très enthousiastes. Hein. Il y a même un promoteur, on lui a refusé, ça fait la 4e fois sur un des projets et 2e fois sur l'autre projet. Il a dit, mais je m'en fous, je mettrai les pieds dans Morsan. Je m'en fous. Maintenant, j'ai investi trop de frais, je viendrai sur Morsan, c'est sûr. Donc, bon, ben, voilà, c'est des pressions, effectivement, qui ne sont pas si évidentes que ça, même en ayant travaillé un PLU, parce qu'on avait quand même appelé le PLU résistance, parce que l'État souhaitait qu'on construise beaucoup plus que ce qui est prévu dans notre PLU. Peut-être juste 2-3 choses en complément. Un PLU n'est pas un poste. Les PLU ont été faits, ont été présentés pour dire il faut penser la ville de façon plus globale, etc. Et Morsan a attendu la limite possible pour transformer le poste en PLU, puisque c'était une obligation. Et les PLU ont une caractéristique première, c'est qu'ils ne font plus de différence entre l'habitat pavillonnaire et l'habitat collectif. Avant, le poste, c'était facile, vous aviez un terrain, il y avait un coefficient d'occupation des sols, des hauteurs, etc. Ça n'existe plus dans les PLU. Donc, il a fallu qu'on travaille un certain nombre de hauteurs, de distances, etc. Mais avec les limites d'un PLU qui sont beaucoup moins contraignantes que les limites qu'avaient les plans d'occupation des sols. En plus, quand on fait un PLU, on ne peut pas interdire de construire, sauf dans des zones très précises qu'il faut argumenter, des espaces verts, des parcs, etc. Donc nous avions décidé de faire un PLU, comme l'a dit Arlette, de résistance, c'est-à-dire qu'on contraint énormément. Mais les contraintes, elles sont celles d'un PLU. Et à tel point qu'il était contraint, c'est que nous avons, quand on fabrique un PLU, nous avons des personnalités qui regardent notre PLU, et notamment l'État. L'État, on a eu du bol. On a eu beaucoup de chance puisqu'ils ont regardé notre PLU en dehors du délai légal et donc ils nous ont dit on ne peut pas vous demander de le retirer parce qu'on a passé les 2 mois. Bon, c'était bien, c'était les vacances, ils ont pas dû faire attention. Mais ils nous disent quoi? Ils nous disent votre PLU ne densifie pas assez parce que nous avons des objectifs que nous n'avons pas indiqués. Nous avons dit aux alentours de 25 000 habitants en 2035, je crois que c'était. Alors qu'ils nous ont demandé, et à chaque réunion, ils nous demandaient de nous donner le nombre de logements. Et moi, je m'évertuais à leur dire, je ne vous donnerai pas de nombre de logements, parce que si on fait que des 2 pièces, ou si on fait que des 5 pièces, ça ne fera pas le même nombre de logements. Mais vous regardez à l'agglomération, dans le projet d'agglomération, dans toutes les villes, on a des objectifs de logement. L'agglomération, l'État lui demandait de construire 1300 logements par an. On a pris une délibération au conseil d'agglomération pour dire on n'en fera que 1100 et des brouettes, je ne sais plus, 1100, je dois tenir 1100. Voilà. Donc on a extrêmement de difficultés à empêcher les constructions. C'est pour ça aussi que dans notre PLU, on a mis des zones où on pouvait densifier, parce qu'on considérait que là, c'était possible, pour essayer de faire en sorte de protéger la zone pavillonnaire. Et puis Arlette a raison, hein. Là, la plupart des projets,
c'est des particuliers propriétaires qui sont flattés financièrement par les promoteurs malveillants, parce que les promoteurs, ils s'en foutent. Ils achètent, ils construisent et après, ils n'habitent pas là. Hein. Qui leur propose des sommes mirobolantes. Alors, ils vont voir un. Ils expliquent même que si on vend pas, si le propriétaire ne leur vend pas, c'est la mairie qui va exproprier. Les gens ne connaissent pas tout, bah, des fois ils ont peur. Et puis ils achètent et ils leur disent, bah voilà, nous on vous vend votre terrain, on vous achète votre terrain tant, mais il faut qu'on obtienne un permis qui construise tant. Donc Arlette, elle passe son temps, moi aussi, à rencontrer des promoteurs pour leur dire non. Non. Vous ne pouvez pas, parce que c'est trop dense. Sur des petits terrains, ils proposent des monstruosités. Mais c'est l'appât du gain. Et là-dessus, c'est extrêmement difficile. On en discute beaucoup, moi j'en discute beaucoup avec mes collègues de l'agglomération, parce que on est tous confrontés à ça. Et pour l'instant, on n'a pas les outils parce que les PLU ont été faits pour construire. C'est ça qu'il faut avoir. Hein. Politique publique, c'est la construction. Bien, alors, il est 21h, je vais donc ouvrir notre conseil municipal. Non, on en a terminé, je suis désolée. On en a terminé, on a passé l'heure, c'est dans le règlement. Donc, j'ouvre maintenant notre conseil municipal. Ça fait une demi-heure que vous parlez, vous pouvez au moins laisser les gens parler. Très bien. Ils ont le droit de s'exprimer quand même, merci. C'est pas un débat, je vous rappelle que c'est une demi-heure. Mais vous avez parlé c'est dans notre règlement intérieur. Donc, nous en venons maintenant au conseil municipal, qui est quand même une instance décisionnelle. Il y a d'autres moments où on peut engager ces discussions. Le conseil municipal se réunit. On sait qu'on a une demi-heure. Le conseil municipal se réunit à 21h. Et donc, j'ouvre le conseil municipal en procédant par l'appel. Marjolaine Rose présente. Arasa, Gérard Vanleux, Isabelle Saint-Félix, Marion L'Enfant, Jean-Michel Brun, Arlette Bouchon, Jean Berthoud, Caroline Saint-Hilaire, Patrice Lafage, Isabelle Lepers, Dominique Wachot se fait excuser, Pascal Giovannini, Federico Montoya, Stéphane Guenvert, Richard Laurent donne pouvoir à Stéphane Guenvert, Elisabeth Lampérière, Philippe Dudiot, Céline Marsal, Marie-Christine Carvalho, Emmanuel Leguy a pu nous rejoindre, Noémie Azout, Emmanuel Pranal, Gaëtan Ziga, Jean-Luc Gauthier me donne pouvoir, Thibaut Nachin donne pouvoir à Marion L'Enfant, Emmanuel Dermaz à Marie-Christine Carvalho, Gilles Marsolas, Marianne Duranton, Didier Charnet, Kaina Naïtikassi donne pouvoir à Brahim Diko, Florence Lebouc, Brahim Diko, Laurence Baudin, Jacques Pérez, secrétaire de séance, Marie-Christine Carvalho. Vous avez reçu les décisions qui ont été prises depuis le dernier conseil municipal. Y a-t-il des questions concernant ces décisions? Madame Duranton? Oui, j'ai plusieurs. Merci pour les. J'ai plusieurs questions. La première, c'est au sujet de la décision 2019-213. Décision qui prévoit la rémunération d'un intervenant pour une réunion publique organisée le 2 octobre 2019 de 19h à 21h à Morsang-sur-Orge. Je suis très étonnée parce que j'ai regardé dans le magazine municipal, j'ai regardé sur le site de la ville et je n'ai vu absolument aucune mention de cette réunion. En revanche, votre association de soutien a invité Madame le maire à cette réunion en disant qu'elle avait organisé et qu'elle organisait cette réunion. Donc, je vous rappelle que nous sommes en période de campagne électorale, toutes les dépenses sont très surveillées
et où votre association de soutien est soutenue par la ville de Morsan. C'est donc contraire à l'article L52.2 du Code électoral qui prévoit qu'il est interdit à une campagne électorale et à un candidat ou à une association de candidats de pouvoir être financé par une collectivité locale. D'autant plus, je rajoute, que j'avais moi-même demandé la possibilité d'annoncer un débat que j'ai organisé totalement comme je l'ai toujours fait dans le journal, c'est-à-dire sans dans les débats du jeudi. Alors, il se trouvait que c'était un lundi puisque l'intervenant ne pouvait venir que le lundi. Et comme par hasard, vous m'avez dit qu'on me donnait un petit délai supplémentaire pour pouvoir justement inscrire ce débat puisque j'avais demandé la salle. J'ai transmis mon texte dans les délais et comme par hasard, mon texte n'a pas été pris en compte. Comme par hasard. Donc je vous informe, Madame le maire, que je saisis Monsieur le préfet sur cette délibération-là, cette décision-là, et que je souhaite que la ville fraternelle rembourse la municipalité des frais qui ont été engagés. Alors, il s'agit effectivement du budget de formation des élus. C'est pas inscrit tel quel. Non, c'est justement là où j'en viens, parce que vous avez le droit, avec les organismes agréés, et en l'occurrence là, c'est pour ça que rien ne va dans cette décision, c'est l'IEP d'Aix-en-Provence, vous avez le droit d'utiliser vos crédits de formation pour faire des formations que vous pouvez ouvrir. Donc, je demande, oui, ah oui, vous pouvez tout vérifier. J'ai donc demandé, comme j'ai vu la rédaction de cette décision, de retirer cette décision afin de la re-rédiger. Donc elle sera annulée à la prochaine, vous aurez l'information à un prochain conseil municipal, elle sera reprise en bonne et due forme en regard des formations possibles et des crédits de formation disponibles. Donc ça, à partir du moment où vous le faites, oui, c'est possible. Oui. C'est absolument pas une formation, Madame le maire, vous le savez très bien. Si, et ça a été annoncé absolument pas comme une formation, mais comme une réunion publique annoncée par votre association de soutien. Et donc c'est un détournement de l'argent public, Madame le maire. Il en jugera. Tout à fait. Alors, donc, par ailleurs, d'autres questions concernant les décisions. Alors, vous avez donc je continue dans ces décisions. La décision 2019-226 pour une convention chantier d'insertion. Donc, convention pour mise en œuvre d'un chantier d'insertion dans l'activité économique espace vert. Donc, je suis tout à fait favorable naturellement à ce genre de convention, mais je voulais savoir de quoi il s'agissait, s'il s'agissait d'un chantier, une entreprise d'insertion avec insertion par l'activité économique, et si c'était des Morts-Saint-Ouen qui étaient concernés, ou si c'était une entreprise lambda d'espace vert qui avait recours à l'activité économique. Alors, études et chantiers, travaille, donc c'est une entreprise d'insertion, travaille avec la commune depuis une quinzaine d'années. C'est eux qui ont refait la totalité des espaces verts du quartier de la Futaie. Et pour continuer le parc Picasso, donc il y a eu des gros chantiers, et pour continuer à leur permettre d'avoir des chantiers, ils ont à travers la ville différents secteurs dont ils s'occupent, et particulièrement tout ce qui concerne autour de la place Buisson jusque la rue Jules Ferry, les espaces verts de la place Ferrat, et puis l'entretien du site Malraux. Enfin, il y a différentes localisations, le parc Simone Veil, il y a différentes localisations, comme c'est indiqué dans cette décision, et avec une entreprise d'insertion qui est vraiment très intéressante. Donc ils ont des Morts-Saint-Ouen, mais pas que, bien évidemment. Et de mémoire, je ne sais pas si ça allait toujours, mais cette association était financée par la région de France. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais en tout cas pendant très longtemps, elle a été
été financé, et donc on est, nous, assez satisfaits. Et dans les espaces verts, c'est vrai qu'en termes d'insertion, c'est toujours bénéfique. Autre question sur les décisions. Vous avez dans la décision 2019-151 une modification de la régie d'avance pour le CCAS et le CACS. La décision est assez simple, hein, donc on n'a pas les tenants et les aboutissants. Donc l'idée était de savoir pourquoi ce changement de fonctionnement de régie. Est-ce qu'on ne risque pas de revenir à un mode de gestion comparable à celui qui avait donné lieu à des détournements dans le comité des œuvres sociales de la mairie? Quels sont les modes de contrôle, justement, parce qu'on est quand même sur des montants de 31 000 euros. Quel montant maximum, donc vous parlez de 31 000 euros, mais est-ce que c'est la totalité de la régie ou est-ce que c'est des actions qui peuvent faire 31 000 euros? Voilà, donc c'est un peu les questions, puisqu'on a quand même eu un précédent, c'est savoir si tout avait bien été pris en compte pour pouvoir veiller à ce que de telles choses ne puissent pas se reproduire, malgré la confiance qu'on peut avoir naturellement sur les agents et sur les régisseurs. Alors, cette demande d'augmentation de régie a été faite par notre trésorier au regard des bons d'achat pour le personnel communal et le personnel du CCAS. Et c'est une régie qui est tenue par le secrétariat général en mairie et non pas par les finances, ce qui permet justement un meilleur contrôle. Et on l'a fait avec son accord et un contrôle renforcé, comme sur toutes les régies, même si il y a une énorme régie qui est la régie de l'ensemble des services de recettes, une régie de recettes. Là, on est sur une régie de dépenses avec les garanties et le contrôle renforcé, puisque, hélas, les directions des finances publiques aujourd'hui n'ont pas suffisamment de personnel, et donc s'il n'y a plus de contrôle systématique comme ça a pu exister, ce qui est bien dommage, et donc avec un contrôle, puisque justement c'est une régie de dépenses assez conséquente, donc un contrôle qui sera effectué par ces services tout le temps. Les décisions 154, la décision 2019-154, c'est le contrat de maintenance prévention de la qualité de l'air. On avait vu dans le budget que, et ça Madame Saint-Hilaire avait insisté dessus, qu'on avait une augmentation du budget parce qu'on devait contrôler notamment la qualité de l'air, ce qui est normal au sein des écoles. Est-ce qu'on a un bilan et est-ce que ce contrat de maintenance est en lien avec justement le bilan? Et est-ce qu'il serait possible d'obtenir un compte-rendu justement sur la qualité de l'air dans les équipements publics et sur les dispositifs qui sont mis en place, pour les dispositions mises en place pour prévoir que, parce que je crois qu'on en a parlé d'ailleurs récemment dans la presse, là, la semaine dernière, où il y avait justement sur les problématiques dans les classes où la qualité de l'air est tout à fait, pas amorçant, hein, en général, est tout à fait de mauvaise qualité. Oui, c'est aujourd'hui une obligation. Je ne sais pas si on a le bilan total de ce qui a été fait. Je sais qu'on avait commencé l'année dernière, ou il y a 2 ans, avec toutes les structures petite enfance. Ça a été fait quasiment dans tous les groupes scolaires et les bâtiments communaux. Dès qu'on a la totalité du bilan, on peut le transmettre, il n'y a aucun souci. En tout cas, au fur et à mesure qu'on a les éléments, on a de l'air d'une qualité satisfaisante autour de l'entreprise qui fait les bilans. Une remarque et une question. Une remarque dans la décision 2019-204 sur la Convention environnement-éducation nationale. Donc remarque et question parce que savoir quel est le contenu de ce partenariat, si on peut avoir justement le contenu, parce que c'est vraiment intéressant de pouvoir travailler avec les écoles qui sont justement tout à fait motrices sur les questions environnementales et de pouvoir former les citoyens de demain. Et juste dire que dans la convention, dans la décision, il est indiqué que la convention
convention est signée avec le DAZEN, et je tiens juste à remarquer que c'est une DAZEN, donc si ça pouvait, on éviter de mettre monsieur le directeur départemental, c'est une femme, c'est madame Catherine Baglin-Le Goff, donc voilà, ça c'était la remarque. Et une question aussi, après sur la décision 19-201, le spectacle des nouveaux habitants, dire que c'était vraiment un très beau spectacle. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup plu aux personnes qui étaient présentes avec l'association, la troupe Jules Box. Mais faire remarquer que là aussi il y a un décalage entre la communication de la mairie et la communication transmise aux intéressés, puisque sur toutes les communications, tous les supports de communication de la mairie, il était indiqué que l'invitation était à 18h30 pour la réunion des habitants. Or, les nouveaux habitants ont reçu une invitation, les invitant à 18h. Et vous avez commencé votre discours à 18h15. Donc, quand les élus d'opposition arrivent à 18h30 et qu'ils se font incendier par vous, madame, considérant qu'ils arrivent en retard, je trouve que c'est inadmissible. D'autant plus que nous, on est arrivés en fonction de l'invitation publique. Voilà. Incendie, vous m'exagérez. Je vous ai fait remarquer, comme l'année dernière, vous étiez en retard. J'étais à l'heure l'année dernière. Par rapport à quel combien? Les conventions, Marion? Le partenariat entre les écoles et l'environnement, il existe depuis de nombreuses années. La nouveauté, c'est que là, l'éducation nationale impose la rédaction d'une convention qui encadre, qui précise et qui encadre les choses de manière très administrative, qui embarrasse beaucoup les enseignants. Et donc, la maison de l'environnement s'est proposée d'aider dans la rédaction de ce partenariat, de cette convention, en faisant systématiquement pour tous les partenariats qui existent, que ce soit les cycles sur l'eau, l'écomobilité, le rocher, les abeilles, le parc, et bien d'aider à la signature de cette convention. C'est tout. Vas-y, Jean-Michel. Convention qui permet que cette année, c'est environ 2/3 des classes des écoles maternelles et élémentaires qui vont bénéficier de ces actions proposées par la ville. Et ces actions, elles sont construites avec les écoles. C'est-à-dire que c'est pas nous qui venons dans les écoles en disant il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il y a une construction à partir d'un projet pédagogique par les écoles. Et dans la simplification administrative, aujourd'hui, il est demandé pour tout de faire des conventions. Ça explique aussi parfois les invitations des enseignants. Et la remarque sur la féminisation, c'est bien. Bonsoir. Je voulais intervenir aussi sur la décision 219-155 qui parle des dégraissages, du système d'extraction des fumées, etc. Et à ce sujet, j'en profite pour vous demander, j'ai été interpellé au niveau de la rue Sans-Paix sur le nouveau restaurant rapide qui vient d'ouvrir, d'un certain nombre de riverains et même de locataires qui sont juste au-dessus, qui se plaignent d'extraction de fumée très désagréable, qui ne seraient pas aux normes. Alors je ne sais pas si elles sont aux normes, mais puisqu'auparavant ce n'était pas un restaurant et qu'il n'y a pas eu de grands travaux, ça m'étonnerait que ça le soit. Donc est-ce que vous avez été alerté à ce sujet, et si vous avez été alerté, que comptez-vous faire? Alors on a été alerté et ce que l'on fait dans ces cas-là, parce il y a quelques autres endroits en ville, c'est pas forcément des magasins, mais ça peut être des artisans chez eux qui font fumer au fond du jardin et incommoder beaucoup. On saisit les services préfectoraux spécialisés qui interviennent, qui viennent voir et qui les font mettre en réglementairement.
Alors, les services concernés, je ne me rappelle plus lesquels c'est, mais voilà, on a saisi. Ils ont été alertés là? Oui, on les a saisis pour qu'ils puissent venir faire un contrôle. Oui. D'autres questions sur les décisions? Il n'y en a pas. Je vous propose donc qu'on aborde le premier point à l'ordre du jour, les finances. Et c'est Caroline Saint-Hilaire qui nous parle des admissions en non-valeur. Bonsoir. Régulièrement, le trésorier demande à la ville de délibérer pour admettre en non-valeur des sommes qui n'ont pas pu être recouvrées. Il s'agit de personnes pour lesquelles les procédures faites par le trésorier sont restées vaines, pas d'allocation familiale, absence de fichier fiscal, bénéficiaire de prestations insaisissables et pour deux personnes en situation de surendettement avec une décision de justice entraînant l'effacement de la dette. La somme globale s'élève à 15 731,99 €. Voilà. Des remarques concernant cette déclaration, Madame Lemonton? Juste une question, savoir quel est le montant moyen de la dette par personne. Parce que là, 15 000, ça semble énorme, mais en fait, oui, on n'a pas de détail. En général, c'est des montants qui sont à peu près à combien? C'est pas. C'est variable. Vous avez vu dans la délib, ça peut être effectivement des gens qui n'ont pas de ressources dessus du tout. Non, mais le montant de la dette par personne, combien cette personne, le montant de la dette, j'ai pas le détail. Dans la délib, c'est pas écrit, mais en mémoire, c'est des sommes qui sont assez ça peut être moins de 30 €, et là, le trésorier peut pas. Enfin voilà, il y a une partie qui ne suit pas. Ou alors, effectivement, ce qui est indiqué dans la note, c'est des situations de surendettement, et là, moi, j'ai pas les détails tout de suite aujourd'hui. Non, parce qu'en général, ce que fait la trésorerie, c'est que on a une délibération qui ne poursuit pas sur toutes les petites sommes inférieures, de mémoire, 30 €, voilà. Mais ça représente un certain nombre de dettes. Donc, par exemple, ça passe dans les... Oui, mais si la même personne fait 15 fois 30 €, au bout d'un moment, il faut se poser des questions. C'est pas 15 fois 30 €, parce que ça il n'y a pas de cumul, ça n'arrive jamais. Mais si c'est un cumul, c'est un cumul de dettes. Il y a une personne des ménages de Morsan, n'a pas réglé 18,50 € qui représente 4 repas, elle ne sera pas poursuivie parce que poursuivre pour 18,50 € inférieur à 30 €, ça coûte plus cher que de le prendre sur le budget. Donc, évidemment, la perception, puisque c'est les finances publiques, quand il y a un compte familial, toutes les dettes sont cumulées sur le compte familial. Donc la perception, elle est capable de... elle sait, la famille Schmoldu, elle a 0 dette, ou Trucmuche, elle a 300 € de dette cumulée. Et ils peuvent ressortir le détail. Donc c'est d'énormes listings, mais là on n'a pas le détail. Et en général, tous les ans, ils nous demandent de prendre une délibération entre 15 et... Je crois que la dernière fois, c'était 23 000 qu'on a fait, quelque chose comme ça. Voilà. D'autres questions? Pas d'autres questions? Je vous propose donc d'adopter cette délibération d'admission en non-valeur. Ceux qui sont pour, à l'unanimité. Contre? Abstention. Nous poursuivons avec le point numéro 2, le personnel. Premier point, l'accueil de personnes mineures et majeures condamnées pour travaux d'intérêt général. Caroline Saint-Hilaire. Donc il s'agit de renouveler une convention qui avait été signée en 2001 pour une loi qui a été créée en 1983 sur le travail d'intérêt général. La participation de la ville à ce dispositif en fait un acteur incontournable de la réinsertion sociale des condamnés. En effet, le TIGE tend vers 3 objectifs: sanctionner le condamné en lui faisant effectuer une activité au profit de la société dans une démarche préparatrice, tout en lui laissant la possibilité d'assumer ses responsabilités familiales
sociale et matérielle, favoriser l'insertion sociale, notamment des plus jeunes, par son caractère formateur, impliquer la société civile directement associée à l'exécution de la peine. L'accueil de ces personnes se fera en fonction de l'activité des services, de la compatibilité des fonctions avec le profil des personnes accueillies et la disponibilité du personnel communal pour l'encadrer. Merci. Y a-t-il des questions, Madame Gaudin? Merci. Il est marqué donc dans la délibération que Morsan avait déjà signé une convention de 2001. Donc depuis 2001, est-ce que vous pouvez nous dire combien de personnes ont pu bénéficier de ce plan et quelle est l'analyse des résultats? Est-ce que vous en avez une? Est-ce qu'il y a un bilan qui a été fait? Alors là, ce soir, je ne pourrais pas vous dire combien de personnes, puisqu'en fait, ce n'est pas nous qui demandons. Nous, on signe. Non, mais depuis 2001, oui, jusqu'à aujourd'hui, combien de personnes ont été concernées? Ce soir-là, je ne pourrais pas vous le dire, on peut le rechercher. Et après, le bilan, on n'en sait rien, hein, parce que nous, on fait un accueil de personnes qui ont eu une condamnation de travaux d'intérêt général, mais on ne connaît pas les raisons. On connaît la durée de du travail d'intérêt général à effectuer. Et après, on ne sait pas ce qu'ils deviennent. Hein. Ça, c'est la justice. Ce qui peut être intéressant, c'est de voir... Oui, mais ça, il faut qu'on demande à la justice le bénéfice si elle peut tirer et puis éventuellement changer les méthodes d'application du travail de réinsertion. C'est là l'intérêt de faire un bilan. En même temps, très honnêtement, ces dernières années, on a été très peu sollicités. Hein. Oui. Mais justement, comment se fait-il qu'on a signé, que la commune ait signé ça en 2001 et qu'on le re-signe maintenant? C'était une convention sur 10 ans, c'était parce qu'on n'a pas signé ça depuis 2014. Non, parce qu'il n'y avait pas forcément besoin. Et là, parce que... Oui, ils nous ont ressollicité en nous demandant de signer une nouvelle convention. Parce qu'on était d'accord pour signer, faire une nouvelle convention, donc on était d'accord. Mais moi j'entends ce que vous dites, hein, ça serait important de savoir. Mais ça, il faut qu'on demande à la justice s'ils ont des statistiques, s'ils en tiennent et si ils peuvent nous les transmettre. Au globalement en tout cas, pas forcément de l'ensemble. Mais sur... bon, peut-être qu'on peut le trouver, je sais pas, dans des rapports, peut-être qu'on regarde sur... voilà. En tout cas, nous considérons que c'est des peines qui peuvent vraiment contribuer à une insertion et c'est mieux que de faire de la prison. Même si c'est pour des éliminations. D'autres questions? Je n'en vois pas. Je vous propose d'adopter cette délibération. Ceux qui sont pour, contre, abstention, à l'unanimité. Nous poursuivons avec le deuxième point, création d'un poste. Caroline Saint-Hilaire. Donc, le vote du budget 2019 a validé la création d'un poste de volant auxiliaire de puériculture à la crèche des Écureuils et aux haltes garderies. En effet, pour assurer le remplacement avec du personnel diplômé, il nous semble vraiment nécessaire d'opter pour un poste permanent et donc de créer ce poste de volant. Ça s'appelle. Bien, des questions? Madame Jurançon? Oui, j'ai un problème de compréhension entre la note et la petite explication et le rapport en lui-même et la délibération en elle-même. Dans la note, il est dit c'est le vote du budget qui a validé la création d'un poste de volante, en expliquant que c'est difficile de trouver un. Et dans la délibération, donc ça je comprends, donc pour moi dans la délibération on recrutait une auxiliaire de puéricultrice qui ferait office de volante. Or, il est dit de procéder à la création d'un poste de volante. Je pensais qu'on créait un poste d'auxiliaire de puériculture et que ce poste était affecté justement à différentes missions et pas à une mission fixe. C'est juste la petite on crée un poste d'auxiliaire de puériculture, parce que volante, ça n'existe pas dans le statut. Donc, statutairement, il faut créer un poste d'auxiliaire puériculture, et sa mission d'auxiliaire puériculture sera volante sur la crèche des Écureuils et sur les haltes garderies. Mais on ne peut pas le mettre, ça n'existe pas un poste de volant.
Oui, ce que je vous disais, c'est que pour moi, le terme volante n'existe. Pour moi, n'existait pas dans la délibération en tant que telle. Parce qu'il ne fallait pas faire référence à volante. Mais bon, voilà. Après, c'était juste le point d'interrogation. Et naturellement, favorable. Alors, moi, je vous propose qu'on rédige comme ça, de procéder à la création d'un poste d'auxiliaire de puériculture, entre parenthèses, poste de volante. Comme ça, on met tout et on a le... Allez, on modifie comme ça. Non, mais moi, je préfère qu'on rajoute le poste de volante à la fin. On crée un poste d'auxiliaire de puériculture, mission volante sur les trois équipements petite enfance. Est-ce que tout le monde est d'accord avec cette délibération ainsi modifiée? Parfait, à l'unanimité. Nous en venons maintenant aux transformations de postes, et c'est Caroline Sattler toujours. Alors, la rentrée à l'école de musique et de théâtre nécessite quelques modifications dans le temps de travail hebdomadaire des intervenants artistiques. En effet, pour les pratiques instrumentales, le passage au niveau supérieur provoque une augmentation mécanique du temps des cours. Donc, nous propose l'augmentation de temps d'assistant d'enseignant en arts plastiques qui passe de 11 à 13 heures hebdomadaires, l'augmentation de temps d'assistant d'enseignant en formation musicale passant de 8 heures à 20 heures hebdomadaires, l'augmentation de temps d'assistant d'enseignant en batterie passant de 4h30 à 6h05, l'augmentation du temps d'assistant d'enseignement en trompette passant de 5h à 6h hebdomadaires, l'augmentation de temps d'assistant d'enseignement en piano jazz passant de 6h25 à 8h hebdomadaires, l'augmentation de temps d'assistant d'enseignement en flûte traversière passant de 10h35 à 11h, et enfin, on diminue d'un poste d'enseignant dumiste qui passe lui de 11h à 8h hebdomadaires. Merci. Y a-t-il des questions, Madame Le Bouc? Oui, je sais qu'il manquait un professeur de formation musicale. Je voulais savoir s'il avait été embauché ou pas, parce que les enfants, du coup, beaucoup d'enfants n'ont pas du coup de formation musicale aujourd'hui. Michel? Nous sommes toujours en recherche d'enseignants en formation musicale. Et ce qu'on constate, c'est qu'on n'est pas les seuls. Il y a beaucoup de conservatoires qui se retrouvent face à cette situation d'un manque de candidats ou de candidats ayant les compétences pour la formation musicale. On a déjà eu 5 entretiens de recrutement, donc de gens sans doute très compétents dans leur pratique musicale d'un instrument, mais pas en formation musicale. Et c'est un phénomène à ce point de plus en plus courant, récurrent, que l'association des professeurs en formation musicale, l'association professionnelle, est en train de se pencher sur cette question pour essayer d'identifier la nature de la difficulté, parce que voilà, un cas isolé ici ou là dans telle ou telle discipline musicale, ça peut arriver. Là, le phénomène devient suffisamment général pour interroger les enseignants, enfin l'association professionnelle concernée elle-même. Donc on continue nos recherches, on continue évidemment, mais on est effectivement face à cette... Donc pour l'instant, on n'a qu'un seul prof de formation musicale actuellement. 1,5, c'est ça. Donc il y a Laetitia et Christine. Non, il y a... Attendez. Alors, je suspends le conseil municipal pour faire dans les règles. Madame la directrice, vous pouvez intervenir. Donc c'est l'occasion de vous présenter Laetitia Macron, nouvelle directrice de l'école municipale de musique depuis le printemps dernier. Depuis 3 juin. Alors pour répondre à votre question, il y a Laetitia Dedieu qui reste sur le poste de formation musicale à raison de 15 heures et Rémi Sévenot qui a été recruté en tant que musicien intervenant dans les écoles, donc le poste qui a été réduit d'horaire, et qui intervient aussi à raison de 3 heures en formation musicale le mardi après-midi, le mardi soir. Donc il vous faut un poste de combien d'heures? 15 heures. 15 heures.
Donc, voilà, s'il y en a qui 15 heures, connaissent... voilà, et 15 heures, c'est d'autant plus surprenant. Enfin, on reprend le conseil. J'ai dit, c'est un phénomène bien au-delà des frontières de Morsan. C'est qu'un poste de 15 heures, pour un enseignant en musique, c'est quasi un temps plein. Donc le fait de ne pas trouver sur des temps très ponctuels, etc. Bon, on peut comprendre. Beaucoup d'enseignants en musique sont multi-employeurs, ce qu'on appelle, ça font 2 heures ici, 3 heures et demie là, 4 heures ailleurs, etc. Mais sur un poste de 15 heures, c'est quasi un temps plein. Et voilà, et on a la même difficulté que bien d'autres communes. Donc voilà, c'est un vrai souci. Peut-être je peux en profiter pour dire beaucoup sur... vous avez vu que pour l'essentiel, ce sont des augmentations de quantité de travail, ce qui correspond à la montée en puissance de l'école de musique. On est à ce jour, entre l'école de musique et l'école de théâtre, à 392 élèves inscrits, dont 101 nouveaux inscrits à la rentrée, dont 64 à la journée des associations, donc ce qui montre bien qu'il y a à la fois une vraie appétence et une offre renforcée sur l'école. Et voilà, moi vraiment j'apprécie énormément le travail qui est fait par nos artistes enseignants à l'école de musique, qui sont capables de à la fois de travailler avec l'ensemble des écoles élémentaires, de sortir des projets de la qualité de la chorale des 1000 enfants que nous avons vécu lors de la fête de la ville dans le parc du château, et en même temps aussi d'accompagner des artistes loin dans leur cursus, puisque ne serait-ce que vendredi dernier, nous avons été 450 dans les salons du château à applaudir un trio de jeunes musiciens qui aujourd'hui sont élèves du Conservatoire national supérieur de Paris, dont un élève issu de l'école municipale de Morsan. Et voilà, on peut lui souhaiter plein succès, mais je crois que vraiment il a une belle carrière devant lui, parce que le concert qu'il nous a offert vendredi soir était vraiment d'un très très haut niveau. Merci. Donc, après ces précisions, on va revenir à une délibération beaucoup plus technique, moins enthousiaste. C'était joli, c'était beau. Donc, est-ce qu'il y a des collègues qui sont contre cette délibération, qui s'abstiennent, qui vont être d'accord à l'unanimité? Nous en venons maintenant au point 3, urbanisme, et c'est Arlette Bouchon qui nous parle de garantie d'emprunt pour 3F. Donc, garantie d'emprunt pour 3F pour le financement des opérations de construction de 55 et 70 logements situés 2-4 rue du Progrès. Je vous rappelle que c'est la reconstruction du Progrès, c'est toujours dans cette continuité. Immobilière 3F a sollicité la commune de Morsan afin d'obtenir sa garantie pour 2 prêts destinés au financement des opérations de construction, donc situés au 2-4 rue du Progrès. La commune de Morsan-sur-Orge accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement de 2 prêts souscrits par l'emprunteur Immobilière 3F auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Le premier prêt d'un montant total de 7 759 000 € selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt 77 090. Ce montant est constitué en 4 lignes de prêt selon les affectations, donc PLAI, PLAI foncier, PLUS foncier, donc en fonction effectivement des loyers qui vont être demandés par la suite. Le second prêt est d'un montant total de 6 096 000 € selon les caractéristiques financières et charges et conditions du contrat de prêt 77 114, constitué également en 4 lignes, donc selon toujours la même chose, PLAI, PLAI foncier, PLUS foncier.
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale des prêts jusqu'au complet remboursement de ceux-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par Immobilière 3F et dont elle ne se serait pas acquittée à la date d'exigibilité. Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à Immobilière 3F pour son paiement en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. La Ville s'engage pendant toute la durée des prêts à libérer en cas de besoin des ressources suffisantes pour couvrir les charges des prêts. Il faut savoir toujours qu'en contrepartie de ces garanties d'emprunt, la Ville dispose, enfin, je vais le dire comme ça, mais c'est pas tout à fait la réalité, mais enfin, peut avoir des contingents de logements à proposer aux habitants morsaintois. Donc voilà pourquoi on répond toujours favorablement, effectivement. Voilà. Oui, c'est pour ça qu'il dispose, c'est ça, c'est qu'en fait on a un contingent d'appartements et on peut effectivement proposer des candidatures d'habitants morsaintois, sachant que c'est toujours le bailleur qui a les derniers mots pour dire oui ou non, effectivement, en fonction de leur critère. Merci. Des remarques concernant cette délibération, M. Marsolas? Oui, quelques remarques. Déjà, vous avez parlé de la reconstruction. Effectivement, c'est la reconstruction, mais pas que, puisque il y a beaucoup plus d'appartements qu'il y avait au départ. Donc, ce n'est pas que une reconstruction, mais c'est aussi une augmentation d'appartements. C'est pas anodin quand même, parce que quand on lit la recours, là, on se rend compte qu'on engage Morsan pour des dizaines d'années sur des sommes très importantes, plus de 13 millions. Moi, je me pose la première question que je me pose, c'est qu'aujourd'hui, on vote cette délibération alors que le progrès est déjà pratiquement construit. Si cette délibération ne passait pas ce soir, qu'est-ce qui se passerait? C'est ma première question, puisque le progrès est déjà pratiquement construit. La deuxième question, c'est que vous avez dit qu'on garantissait ces prêts, puisque ça nous faisait bénéficier de pouvoir demander des appartements pour des morsaintois, mais comme vous nous l'avez expliqué avant, c'est la reconstruction. Donc si j'ai bien compris, la reconstruction, c'est donc évidemment les précédents locataires qui vont venir réhabiter leur appartement. Et si ce n'est pas le cas, est-ce que vous pouvez m'expliquer, premièrement, où sont les locataires et s'ils ont été relogés, exactement, est-ce qu'ils vont revenir et quand? Pourquoi ça arrive maintenant? En fait, c'est la demande qui est faite par Transel. C'est pas nous qui avons refusé de le faire jusque-là et qui avons attendu. C'est fait comme ça parce que c'est la banque qui demande à ce moment-là la Caisse des dépôts, c'est tout. Donc, il faut refuser. Le progrès est déjà construit. Je veux dire, pourquoi on s'engagerait pendant des dizaines d'années sur des millions? Et quand on lit bien la recours, on n'a aucun pouvoir. Hein. Alors, si 3F ne paye pas 100 €, on doit payer immédiatement 100 €. Hein, c'est clair. On va s'engager pour des dizaines d'années, alors que le progrès est déjà construit. S'ils ne l'ont pas demandé avant, eh bien votons. Alors, comme l'a expliqué Arlette, d'abord, ce n'est pas un cas singulier à Morsan-sur-Orge. Les collectivités départementales notamment, les autres communes garantissent les prêts. Pourquoi? C'est pour bénéficier justement de ce contingent. Si on ne garantit pas le prêt, rien ne va s'arrêter. Mais il n'y aura pas de contingent communal dans les nouveaux bâtiments, enfin dans le dernier bâtiment et celui qui a déjà été construit. Il y a eu une répartition. Donc il n'y a pas... ça ne changera rien, sauf qu'on ne pourra, pour les morsaintois, plus proposer de logement. C'est tout. Donc on prend la décision ou pas. Nous, on considère que le contingent communal est déjà suffisamment réduit à 20%. Hein. Donc on ne va pas en plus se mettre une balle dans le pied et dire aux
demandeurs de logement Morsaintois, écoutez, on ne peut pas vous faire de propositions parce qu'on n'a plus de contingent. Voilà. Marie-Claire, sur le relogement, peut-être rappeler un peu l'histoire récente. Le risque, pas si récente, parce que en fait, le progrès, donc I3F, donc a des modules par tranche, une première tranche, où les locataires donc, de cette première tranche, si je peux dire, c'est pas très élégant de dire comme ça, mais ont été donc relogés, c'était l'engagement de leurs bailleurs, ont été relogés donc ou bien à la résidence Paillard, ou bien à la résidence Éluard, ou bien ailleurs, lorsque le locataire donc exprimait l'envie, le souhait de partir ailleurs. Mais la grande majorité donc, des locataires de la première tranche du progrès sont encore Morsaintois de nos jours. Quoi. Enfin. Et donc, à la deuxième tranche, c'est-à-dire le deuxième bâtiment, lorsque I3F l'a démoli, là, à ce moment-là, le contingent de la préfecture et celui de la ville ont été mobilisés pour le relogement des locataires sur le dernier bâtiment qui restait à démolir. Ce qui fait que ça s'est passé comme ça. Donc là, pour la dernière tranche en cours de construction, donc c'est 55, non je crois que c'est 55, et 55, donc pile poil, 70. Donc pour ce qui concerne donc, la dernière partie en cours de construction, donc là on est sur les attributions comme ça se fait habituellement, donc 20% pour la ville, la très grande majorité pour Action sociale et le restant donc Action logement et donc ensuite le contingent préfectoral. Anne Gaudin. Oui, pour revenir un petit peu sur ce que disait M. Marcelas, il faut quand même se souvenir que ça fait 13 millions d'euros. Si on imagine à un moment ou à un autre, ça peut arriver qu'il fasse des faux de paiement, ça fait 13 millions d'engagés pour la commune de Morsan, et qu'on ne dise pas qu'il n'y a aucun risque. Il n'y avait aucun risque avec Dexia qui a fait les enfants toxiques à tout le monde, et donc le risque existe vraiment. Donc nous nous abstiendrons, parce que de toute façon c'est en cohérence aussi avec ce que j'ai toujours voté en ce qui concerne les garanties d'emprunt. Pas d'autres remarques, Monsieur Dicot? Rapidement, bonsoir tout le monde. Alors, la rue du Progrès, je connais très bien, j'y habite. Alors rapidement, il y avait eu il y a quelques mois une réunion organisée par la municipalité concernant les travaux qui avaient été faits à la rue du Progrès. Donc c'était une réunion qui avait été initiée par la municipalité. Il y avait pas mal de locataires du Progrès qui étaient présents lors de cette réunion et ils se plaignaient d'irrégularités, en tout cas au niveau des finitions. Et pas mal d'irrégularités. Et je voudrais savoir jusqu'à aujourd'hui, donc ça fait plusieurs mois que cette réunion est passée, il n'y a toujours pas eu d'initiative de la part du bailleur, malgré que la mairie soit montée au créneau. La question est la suivante, est-ce que le bailleur, en tout cas, va construire exactement la même chose à côté? C'est ce qui est en train de se faire. Mais est-ce qu'ils vont prendre les différentes plaintes des gens actuellement au Progrès et est-ce qu'ils vont rectifier sur les nouveaux logements? C'est-à-dire, si on se plaint et qu'on reproduit la même chose, il n'y a pas de logique. Par contre, si on se plaint et que sur les futurs logements, on prend en considération ce qui se passe sur les anciens logements, là, oui, là, il y a une logique. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est au niveau des portails. Vous avez les portails 180, 200, 210, donc ça, c'est les portails que vous avez au niveau de la rue du Progrès. La difficulté, alors, ce qui est intéressant dans ces portails, je ne sais pas c'est qui a réfléchi, c'est qu'on nous met un portail avec un interphone, donc qui est censé empêcher les gens qui n'habitent pas dans la résidence d'y pénétrer si
les gens de la résidence ne leur permettent pas de pénétrer dans la résidence. Sauf que le seul souci de ce portail, c'est qu'on a juste à mettre la main. En fait, c'est un portail avec des barreaux, et les barreaux nous permettent de mettre la main à l'intérieur. En fait, on a juste à mettre la main et appuyer sur le bouton pour ouvrir le portail, en fait. Je ne sais pas c'est qui a réfléchi, je ne sais pas c'est qui l'architecte, je ne sais pas qui travaille avec ces gens-là, mais c'est assez intéressant. Donc en fait, on paye des clôtures, on paye un portail, on paye des interphones, pour qu'au final, on a juste à passer la main pour ouvrir le portail. Donc à la rigueur, je vous le dis, pour éviter qu'ils fassent la même erreur à côté. Donc en fait, ne mettez pas de portail, ne mettez pas de clôture, ça sert à rien. Donc ça va faire des économies aux locataires, et au moins là on pourra dire hashtag pouvoir d'achat. On va gagner du pouvoir d'achat, on ne fait pas des choses tout à fait inutiles. C'est vraiment inutile. Troisième point, l'éclairage. La rue du Progrès, quand vous passez à la rue du Progrès, donc c'est une rue à sens unique. Alors vous allez passer, vous pouvez faire l'expérience le soir, n'importe qui, vous sortez du conseil municipal, vous prenez votre voiture, vous passez dans la rue du Progrès. Donc, au loin, les lumières, des parties communes sont éteintes, mais lorsque vous passez avec votre voiture, toutes les lumières de la résidence s'allument. Ça veut dire que vous n'habitez pas le Progrès. Vous passez avec votre voiture dans la rue, il y a toutes les lumières de la résidence qui s'allument. Donc là, en termes d'écologie, c'est pas terrible. Et en termes d'économie, eh ben, c'est encore nous, les locataires, qui allons payer des charges, alors que les gens, ils passent juste dans notre rue sans habiter. Ça, c'est le troisième point. Donc, moi, la solution, c'est voyer avec le bailleur pour qu'il réduise au niveau des capteurs. Il faut juste régler les capteurs. Donc là, ça doit être à 5 mètres, et juste les mettre à 3 mètres. Voilà, c'est juste une question de réduction, il n'y a pas besoin de faire des gros travaux. Hein. C'est pas grand-chose, ça. Quatrième point. Entre la résidence actuelle et ce qui est en train de se construire, donc ça va faire des centaines de logements, je ne sais pas combien exactement, vous pourrez me le dire. Est-ce qu'il est prévu une aire de jeu pour les enfants? Parce qu'actuellement, on a beaucoup d'enfants dans la résidence, mais ils n'ont pas d'aire de jeu. Donc il n'y a pas de balançoire, il n'y a pas d'aire de jeu, il n'y a pas de bac à sable, il n'y a rien. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que ces enfants-là, ils s'amusent. Ces enfants-là s'amusent sur la résidence, sauf que dans cette résidence-là, on a des personnes âgées, des personnes à mobilité réduite, et donc en fait, ces enfants vont s'amuser sous leurs fenêtres. Comme partout, quoi, Non, mais en fait, monsieur Brand, en fait, ça c'est les retours. Vous n'allez pas nous faire la réunion publique qu'on a eue au mois de février. Parce que tout ça, on l'a déjà abordé, donc vous dater un tout petit peu. Non. Concernant l'heure de jeu, on ne l'a pas abordé. Mais si vous aviez regardé. L'heure de jeu, on ne l'a pas abordé. Et c'est bien que les gens qui sont au conseil municipal sont au courant. Il y a plein de gens qui se sont intéressés le droit de m'exprimer, à madame. ce projet. J'ai quand même le droit de m'exprimer, quand même. Ok, merci. D'accord, mais ce n'est pas à l'ordre du jour ce soir. Et ce que je voulais vous dire, c'est que ce projet a été présenté à plusieurs reprises et qu'il y a plein de gens qui s'y sont intéressés et qui se rappellent qu'entre les deux bâtiments construits, il y a un espace vert de jeu qui est prévu. Donc ça, c'est fait. Après, vous nous refaites la réunion du printemps là-dessus. Vous faites rigoler sur le portail, mais vous n'avez pas remarqué une chose, c'est que ce portail est complètement inutile, puisque les barrières à côté, elles font 80 cm. Donc on peut passer par-dessus. Donc ce qui a été dit à cette réunion par le bailleur, c'est que personne n'avait vu cette énormité sur les plans. Donc ils attendaient d'avoir construit à côté pour pouvoir tout changer. Donc avoir commandé pour de l'autre côté et changer de ce côté-là pour essayer aussi de faire quelques économies de dépenses concernant cette quant à l'éclairage. Je rappelle qu'il est possible aussi d'informer le bailleur quand il se produit ce genre de choses et pas d'attendre trop longtemps. Ça a été fait. Et donc ils ne l'ont pas fait. Parce que les bailleurs en général ne sont pas réactifs, les locataires sont bons pour payer, mais après c'est toujours plus compliqué. Très bien, donc je reviens sur la délibération des garanties d'emprunt. Je la mets au vote, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre et qui s'abstiennent, 2 abstentions. Merci.
Nous venons maintenant à l'acquisition à titre gratuit des parcelles cadastrées AE 656 et 671. Arlette Bouchon. Là, oui. C'est une toute petite chose. Par courrier du 29 mai 2019, l'association Clos du Château a formulé la demande de céder à titre gratuit donc les parcelles 656-671 au profit de la ville. L'ensemble des frais de cession de géomètre, si besoin, sont à la charge de l'association Clos du Château. Alors, en fait, il s'agit juste d'un petit triangle qui est en bordure de trottoir et ils sont déposés, en fait, les containers à ordures de tout l'ensemble de l'association, enfin de tout l'ensemble immobilier. C'est rue Jules Ferry et ce sont des petits pavillons. Voilà, donc ça nous a été demandé. On a regardé, il n'y a pas de raison de ne pas reprendre ça à notre charge parce que autrement ça oblige l'association à rester présente, vivante et ça les oblige à prendre une assurance, enfin etc. Voilà, beaucoup de choses. Donc on va le reprendre sur le domaine public. Donc il s'agit de 9 mètres carrés situé à l'angle de l'allée Paillard et de la rue Jules Ferry. Les parcelles donc, sont en contact direct avec l'allée Paillard, la rue Jules Ferry. Donc elles peuvent être intégrées dans le domaine public sans faire de travaux, sans démolir de clôture, etc. Donc il est proposé au conseil municipal d'en délibérer. Bien. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Je pense que c'est un oubli dans la rétrocession des accès, des espaces publics de la ZAC, puisque ça faisait partie de la ZAC du Vieux-Bourg, et je pense que ces 9 mètres carrés ont été oubliés, puisque tous les espaces publics et accès publics étaient rétrocédés systématiquement dans le domaine public, mais voilà, 9 mètres carrés ont été oubliés. Pas de remarques particulières? J'ai été renseigné, donc je sais les deux parcelles, si je peux me permettre. Comme tout le monde peut le faire, j'ai été me renseigner pour regarder à quoi ressemblait, parce qu'il n'y a pas de plan avec le conseil municipal. Donc si on peut mettre un plan quand on parle de partie, ça peut être sympa. Donc j'ai été me renseigner, c'est des petites épines effectivement qu'on peut publier, qui sont toutes fines et qui ne changent rien, il n'y a pas de problème. Mais un petit plan, c'est bien. D'accord. Pas d'autres remarques? Ceux qui sont pour? Contre? Abstention? À l'unanimité. Nous avons maintenant à l'évolution du barème des participations familiales pour les structures petite enfance. Gérard Bonleu. La caisse d'allocation familiale au cœur de l'été a unilatéralement liquidé le revenu et coûts de participation des familles pour les enfants accueillis en crèche. Un train de hausse est programmé chaque année jusqu'en 2022 et la première sera effective dès le 1er décembre de cette année. 1er septembre cette année, pardon. Rappelons que la CAF est une agence de l'État, qu'elle applique les directives que le gouvernement et son ministère de tutelle lui donnent. Cette décision brutale a été prise sans la moindre concertation, mais tant les familles comme les municipalités doivent être accomplies. C'est ainsi qu'avant le 1er novembre, les municipalités doivent prendre des délibérations actant rétroactivement cette décision, alors même qu'elles n'ont pas été informées en amont et encore moins concertées. La prise en compte de ces nouveaux taux de participation familiale nécessite par ailleurs de modifier les avenants du règlement antérieur des structures de petite enfance sur les articles les ressources prises en compte tout l'effort. À compter du 1er septembre 2019, le plancher des ressources à prendre en compte s'élève à 705,27 € au lieu de 687,30 € antérieurement. Bien, des questions, des remarques concernant cette délibération? Madame Gaudin. Moi, cette délibération me surprend un petit peu. Bon, enfin, c'est pas de votre fait. Si j'ai une explication, c'est pas de votre fait. Donc, nous voterons contre, parce qu'on estime que la pression fiscale est déjà suffisamment importante sur l'ensemble des Français. C'est pas la peine que le gouvernement rajoute. C'est vrai que c'est assez scandaleux parce que d'abord il y a la manière de faire.
C'est-à-dire que l'État a vraiment mis les collectivités devant le fait accompli. D'ailleurs, il y a eu une assez belle réaction de l'AMF, l'Association des maires de France, à ce sujet, parce que ça posait y compris des questions de délai et des questions techniques pour que les conseils municipaux se prononcent. Et puis surtout, c'est scandaleux parce que on demande donc aux familles de payer davantage. La contribution donc, des parents va être plus importante. Et vous comprenez bien donc, de quoi il s'agit. C'est une augmentation qui ne concerne pas seulement cette année. On va donc jusqu'en décembre 2022. Donc c'est cette année et les années suivantes. Et moi je pense que, parce que en fait la CAF, donc considérons que c'est l'État, a envoyé une petite lettre à chaque parent. La raison, le prétexte, le motif invoqué, c'est celui de permettre, avec cette participation plus importante, participation financière plus importante, de permettre donc la création nouvelle de places en crèche. Moi, j'aimerais que l'État, la CAF, elle se recentre vraiment sur les crèches publiques. C'est un vrai problème parce que la CAF finance de plus en plus donc les crèches privées à but lucratif. À but lucratif, ça veut dire que ce qui d'abord prime, c'est le chiffre d'affaires qui est fait à partir de l'équipement d'accueil des tout petits. Juste pour vous donner un tout petit chiffre pour qu'on se rende bien compte que si il fallait trouver des financements nouveaux et ne pas donc faire payer l'addition aux familles, ce recentrage, comme je le disais, sur les crèches publiques, ce serait tout à fait urgent parce que la petite enfance, elle est en passe d'être cédée au privé. Vous remarquez aussi que ce n'est pas que la petite enfance, on pourrait faire la même remarque concernant l'hôpital, par exemple. Mais prenons le cas de l'Essonne. Dans le département, vous voyez, de 2016 à juin 2019, il n'y a que 140 places qui ont été créées en gestion publique, en fait. C'est très très peu. Alors que 692 places ont été créées en gestion privée et donc financées par l'État. Et moi je tiens aussi à dire une dernière chose, c'est que concernant la petite enfance amorçant, donc c'est une priorité. Notre personnel, donc c'est un personnel 100% qualifié. Vous entendez bien, 100% qualifié. Et que malheureusement, donc, avec la réforme, ce ratio-là de 100%, eh bien, il est contesté, puisque la réforme dit que nous pourrions avoir que 40% seulement donc, du personnel qualifié. Et je ne vous parle pas non plus du mètre carré donc, par enfant, puisqu'il est question donc d'avoir une surface d'accueil inférieure à 7 mètres carrés par enfant. Donc nous continuons à tenir bon sur cette question parce que nous avons besoin d'un accueil de grande qualité pour tous nos petits, qu'il s'agisse des haltes garderies, de la crèche familiale et des 2 crèches collectives que nous avons sur la ville. Marie-Claire, Marie-Christine. En fait, je me pose une question, c'est la conséquence d'un vote négatif de la ville par rapport à cette délibération. Parce que, bah oui, je m'excuse, mais à un moment donné, on s'impose des choses. C'est-à-dire que, pour aller plus loin que ce que Marie-Claire disait, de toute façon, la décision, elle est prise. Ils ont envoyé un courrier aux parents, ils ont annoncé l'augmentation. Donc, je ne vois pas
ce que ça changerait que la commune effectivement se prononce contre cette délibération, ou alors j'en mesure pas les conséquences. Donc ma question sur la question des conséquences, parce que je trouve ça effectivement hyper scandaleux dans la façon dont les choses sont faites. Il n'y a pas que sur ce sujet-là malheureusement que cette façon de faire sans concertation est appliquée. Et puis par ailleurs, parce que là pour le coup je rejoins Madame Godin pour une fois, comme quoi des fois ça arrive. On prend, entre guillemets, de l'argent aux Français sur leurs impôts soi-disant, et en même temps, on va faire payer, on va reprendre dans la poche des Français d'une autre. C'est-à-dire que c'est sur ce sujet-là, mais sur d'autres sujets, exactement la même chose. Et je rejoins complètement ce que Marie-Claire a évoqué sur la question des crèches privées et des crèches publiques et cette confrontation. Et effectivement, on sent bien que les choses dévient et bougent très vite dans un certain nombre de sens. Donc moi, très franchement, moi je proposerais, enfin, en tout cas nous on va voter contre, parce que ou alors je ne mesure pas la conséquence d'une délibération contre pour la ville, donc là on a peut-être besoin d'une explication pour revoir nos positions, mais très sincèrement, moi je trouve ça assez anormal effectivement ce genre de délibération. Tout à fait. Quelque chose. Pardon. Je peux. Oui. Je veux juste ajouter un témoignage parce que tout ça me fait. Voilà, je voudrais juste témoigner. Je travaille pour un établissement de crédit qui finance les crèches privées. Et je voudrais juste témoigner de ce que j'ai vu. Les grands groupes de crèches privées, People and Baby et Babylou, dont on a entendu parler. Non seulement ces crèches privées, elles bénéficient effectivement, comme tu l'as dit, des aides publiques de la CAF, au même titre que les crèches publiques, mais en plus, elles bénéficient du crédit d'impôt, compétitivité, et que donc, et en plus de ça, troisièmement, elles bénéficient de taux d'emprunt des banques qui est 3 fois à 4 fois inférieur à celui qui est accordé aux collectivités territoriales. Si bien que quand on a un petit peu d'argent et qu'on veut investir et que ça rapporte, eh bien on fait une crèche privée. On ouvre une crèche privée, on finance les murs, on finance le fonctionnement et on établit des règles de fonctionnement qui sont pas pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on choisit ses clients. On choisit des clients qui sont certains de pouvoir payer un prix fort. On ne choisit pas les gens qui ont un risque de ne pas pouvoir payer en fin de mois. Donc en plus de ça, ce fonctionnement, il est Est-ce qu'il faut, pardon, juste en complément de ce que disait Marie-Christine, si on pouvait avoir justement puisque on parle souvent de résistance, une voie qui permette justement de montrer le mécontentement de la commune face à des décisions arbitraires, je pense que ça serait bien. Alors, peut-être dans un vœu à venir. Ouais. Non, mais c'est. Je sais bien. Ce que je voudrais dire, d'une part, ce qui vient d'être dit par Marie-Claire, Marie-Christine ou Marion, je partage complètement. Il faut savoir aussi que dans les crèches privées, c'est tout ce qu'elles ont dit, plus ou moins des normes qui n'ont rien à voir avec le public. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir un taux d'encadrement de professionnels d'au moins 50%, parce que c'est encore pas bougé, donc ça c'est dans les ordonnances, on les attend. Vous n'avez pas, voilà, vous n'avez pas besoin d'avoir du personnel qualifié par crèche, vous pouvez le répartir sur, enfin, du personnel d'encadrement par crèche, etc. Donc c'est un vrai souci. La question légitime se pose de savoir s'il faut délibérer ou pas. Je vais vous dire, moi, ce que j'en pense. Les associations d'élus, et particulièrement l'AMF, dès que nous avons appris les modifications des tarifs en juin pour le 1er septembre, ont immédiatement réagi. Il y a une commission petite enfance qui fonctionne très bien et avec des élus très dynamiques, ont pris contact, ont essayé de négocier, y compris pour le report du délai jusqu'au 1er janvier. Rien n'y a fait. Nous avons, dans la CAF, sur le territoire de l'Essonne, eu l'information des tableaux de taux d'effort, etc., le 26 août pour une application le 1er septembre. Il y a dans d'autres départements, il y a des villes qui ont eu
les informations plus tôt, qui ont donc pu délibérer plus tôt, mais comme vous l'avez dit, ça a été fait sans concertation. C'est-à-dire que la plupart des structures, encore aujourd'hui, même s'il faut faire très attention parce qu'il y a les évolutions dont a parlé Marie-Claire, sont gérées par les collectivités, les communes ou leurs agglomérations ou leurs intercos. Rien. En juin, c'est sorti, augmentation, etc. Si nous ne délibérons pas, nous mettons tout le monde en difficulté. Nous mettons la ville, parce que la CAF, elle a quoi comme mesure de rétorsion? Les subventions. Au bas mot, on touche un peu plus d'1 million par an de subventions sur la totalité des prestations petite enfance, jeunesse, etc. Donc ça, je ne sais pas bien comment ça se passe. Et on met en difficulté les familles, parce qu'on ne pourra pas appliquer le taux de la CAF. Donc, elles ont signé, parce qu'en plus, comme on a eu l'information très tard, tous les ans, les familles re-signent un contrat avec les crèches, soit un nouveau contrat, soit un avenant à leur contrat. Et dans ce contrat et dans le règlement intérieur est notée la participation. Donc, je ne sais pas, vous devez 10,50 € par jour, je dis n'importe quoi, 10 €, c'est noté. Donc, si on ne délibère pas, on ne peut pas l'appliquer. Mais la CAF, elle va faire quoi? Elle va dire, la commune doit payer. On va payer comment? Donc, on est pieds et poings liés. C'est pour ça que ça a fait hurler tout le monde. Donc, moi, je vous invite, malgré tout ce qu'on dit sur le fait que, le gouvernement n'a pas eu raison de procéder comme ça, parce que la CAF, c'est le bras armé du gouvernement sur la politique de famille. Il ne faut pas me raconter. Il y a eu la négociation au printemps sur qu'est-ce qu'on fait comme politique nationale. La CAF applique après, en fonction des moyens qu'elle a. Donc, si on ne libère pas, on met tout le monde en difficulté, et nous en premier lieu. C'est-à-dire que les familles n'auront pas un contrat qui sera cohérent, la ville n'aura pas de subventions, et vous savez, les subventions, elles sont versées quasiment tous les mois, parce qu'évidemment, dans la simplification administrative, il faut que tous les mois, la ville donne un dossier épais comme ça à la CAF, enfant par enfant, jour par jour, le nombre d'heures, les ouvertures, etc. Sinon, hop, il rabote. Donc, moi, je vous donne mon point de vue, je suis désolée et vraiment en colère que ça se passe comme ça, mais je ne vois pas comment, comme gestionnaire public, j'ai envie de dire un peu en place et lieu de l'État, parce que la politique de la famille et de l'enfance, c'est l'État normalement, en place et lieu de l'État qui a les manettes, on puisse se priver d'1 million d'euros de recettes et mettre des familles en difficulté parce que n'ayant pas des contrats qui soient cohérents et conformes avec les barèmes de la CAF. Stéphane? Ah oui. C'était à compter du 1er septembre. Là, on dit qu'on l'applique à compter du 1er, on l'appliquerait à compter du 1er novembre. Il se passe quoi pour les 2 mois? Alors, dans les bagarres, nous avions demandé, l'Association des maires de France avait demandé un report signé au 1er janvier, ce qui permettait aussi de négocier et d'avoir le temps. La seule chose qu'on a obtenue, c'est la possibilité de délibérer avant le 1er novembre et d'appliquer à partir du 1er novembre. Mais nous sommes tenus de mettre dans la délibération 1er septembre, puisque les prix, les tarifs s'appliquent au 1er septembre. Mais on a pu glisser de 2 mois. C'est la seule chose qu'on ait obtenue. Donc là, on demande rien rétroactivement au pays. Et on demande rien rétroactivement. Pour la commune ne change pas. Comment? Et la subvention pour la commune ne change pas. Non, c'est la seule chose, c'est qu'au lieu que ça s'applique au 1er septembre, ça peut s'appliquer au 1er novembre. Et on a vérifié auprès de la CAF, bien évidemment, parce que moi j'ai le courrier officiel 26 août. Il faut m'expliquer 26 août comment on peut délibérer en temps et en heure avant le 1er septembre, à avoir fait tous les contrats, etc. Donc, ils nous ont dit, si vous délibérez avant le 1er novembre et que vous appliquez au 1er novembre, ça ne change rien. Les familles auront gagné 2 mois. Philippe? Alors,
j'ai bien compris que l'évidence, c'est que le contrat CAF serait caduc et c'est une catastrophe. Ça, c'est évident, tout le monde l'a compris. Je propose une petite chose. Moi, je ne vais pas prendre part au vote. Moi, il y a de personnes qui prennent part au vote, même s'il n'y a qu'une personne qui vote oui, ça marche. Non, c'est une majorité. Il faut un quorum. Il faut qu'il y ait le quorum. Il faut qu'il y ait le quorum. En tout cas, il y a les 17 qui votent pour. Eh ben, et alors, sinon, il y a une autre proposition qui peut être intéressante aussi. Enfin, je fais une proposition qui ne va pas bloquer le vote, parce que là, du coup, voilà, les conséquences, on n'avait pas forcément l'information que tu viens de donner, donc au pire, tout le monde a intégré. Mais par contre, comme j'ai le sentiment qu'on est plutôt unanime tous dans le conseil municipal sur ce sujet-là, c'est que dans le prochain magazine de la ville, il y ait un encart très particulier de l'ensemble du conseil municipal qui s'adresse effectivement aux familles du coup utilisateurs de la crèche, en expliquant que pourquoi on est obligé, et on a été obligé de prendre cette délibération, en donnant les arguments que tu as évoqués sur les conséquences des subventions, etc., tout en dénonçant la façon dont les choses se sont passées et le fait qu'on nous impose et on leur impose cette augmentation, parce que ça me semblerait juste un minimum, le minimum qu'on puisse faire nous, pour au moins montrer, voilà, notre, je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais enfin voilà, le fait qu'on n'est quand même pas trop d'accord avec cette déclaration, qu'on va prendre malgré tout, parce que contraint et forcé, parce que c'est le coup de la carotte, quoi. C'est-à-dire que si on veut avoir les subventions, on est obligé de la voter. Si on ne la vote pas, on n'a pas les subventions. C'est vraiment la prise d'otage absolue, en plus dans l'indépendance du vote des élus, quoi. Très bien, mais je vous rappelle que c'est dans le dernier magazine qu'on est revenu sur cette question, je crois, hein, dans le dernier ou l'avant-dernier, je ne sais plus. Puisque moi j'ai, en même temps que la CAF, parce qu'évidemment elle nous a demandé de distribuer leur petit truc, à partir du 1er septembre, les tarifs de crèche augmentent à la demande de la CAF. Moi j'ai accompagné d'un petit courrier qui... Alors, voilà, sur la CAF, c'est dans le dernier magazine, on en a parlé. CAF, une décision injuste, et les familles ont reçu un courrier de ma part en expliquant pourquoi c'était injuste. Alors je sens bien les choses venir, c'est que l'opposition va voter contre, va dire nous on est les grands défenseurs, tout en soutenant pour une partie d'entre elles la politique gouvernementale. On est quand même dans des trucs, c'est super facile à s'y retrouver. Nous combattons la politique gouvernementale, nous allons voter pour parce qu'on est responsable. Donc moi je le dis, l'attitude que vous allez prendre est une attitude politicienne, elle vous regarde. Chacun délibérera comme il le souhaite. Donc, je passe la délibération au vote. Ceux qui sont pour... Alors, levez la main pour... Levez la main, Patrice. Avec Patrice, il y a 17. Ben, il y a les suivants. Moi, je ne prends pas part au vote. 16, il en manque un. Vous avez des pouvoirs, hein? Voilà. Et donc, je préviens déjà de l'utilisation politicienne qui en sera faite. Cette délibération est adoptée. Nous poursuivons avec le renouvellement des conventions d'objectifs et de financement de prestations de services Oui, Madame le maire. des structures de petite enfance. Vous pouvez demander quand même si certains s'abstiennent, votent contre, s'il vous plaît. Pardon? Vous pouvez quand même demander s'il y a des abstentions. Vous avez dit contre, donc j'ai... Qu'est-ce que vous en savez? Tout le monde a répondu? Alors, ceux qui sont contre... Merci. C'est ça la démocratie. C'est l'explication de vote que vous avez faite. Monsieur Nico, c'est pas grave, je m'en moque que ce soit n'importe quoi. Voilà. Je m'en moque. Ça, c'est merci. D'accord, tu n'avais pas dit ce que tu votais. Tu pouvais t'abstenir. Monsieur Nico pouvait s'abstenir. J'ai dit qu'on en a fait. Moi, le conseil municipal, il n'est pas... Moi, si tu veux, à partir du moment où il y a ce vote-là, je refuse qu'on ait une position du conseil municipal parce qu'elle n'est pas cohérente. Voilà, ça ne peut pas marcher. C'est soit le conseil municipal
parce qu'il était responsable, disait on vote pour, mais voilà ce qu'on en pense et qu'on est contre, à partir du moment où il y a des votes différenciés, c'est pas possible. Ça veut dire que moi je suis pour et que le conseil que l'opposition est contre. C'est bon, ça va. Non. Ben, les abstentions, ben si vous avez plus les pouvoirs. Mais non, mais après vous êtes responsable. Voilà. Il est 17 pour, les abstentions de l'opposition. Les abstentions, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, et après vous comptez les pouvoirs. Nous en venons là à un renouvellement des conventions d'objectifs et de financement de la prestation de services pour les structures petite enfance. D'ailleurs, à venir, Gérard. Ces conventions concernent le financement de fonctionnement des structures de la petite enfance au moyen de la prestation de services uniques, la PSU. Elle comprend les périodes de 2019 à 2023. Les périodes antérieures avaient été signées pour la période 2017-2019. Y a-t-il des questions sur le renouvellement de ces conventions? Il n'y en a pas. Je vous propose donc d'adopter cette convention d'objectifs et de financement. Ceux qui sont pour, contre, abstention, à l'unanimité, merci. Nous en terminons par la présentation du rapport d'activité de la communauté d'agglomération Cœur-Essonne. Vous l'avez tous reçu, vous l'avez lu avec attention. Ça retrace donc les interventions et activités de la communauté d'agglomération pour l'année 2018. Je ne vais pas tout détailler, mais je suis prête, dans la mesure de mes capacités, à répondre aux questions qu'il pourrait y avoir. Y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions. Donc, je crois que c'est un donné acte que la communication a bien eu lieu. Très bien, nous en avons donc terminé avec le conseil municipal. Oui. On a droit aux questions des conseillers municipaux aussi à la fin. Oui, vous auriez pu prévenir avant. Bon, ça va aller très vite, hein, parce que c'était une question qui devait être posée par quelqu'un qui n'a pas pu la poser. On a vu fleurir, ben oui, vous savez, quand on habite dans un quartier, on sait ce que les gens vont poser comme question. On a vu fleurir ce matin des panneaux indiquant que l'avenue René Cassin allait être aménagée. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose? Oui, dans le cadre de ce dossier, effectivement, bon, au titre d'une expérimentation, nous avons décidé pendant un délai un délai court pour voir qu'est-ce que ça va donner, et après on fera un comptage pour voir si ça a eu des effets sur la vitesse des véhicules, parce que l'objet de ce rétrécissement de cette voie, c'est de limiter la vitesse. Donc, par rapport à cette expérimentation que nous allons mettre en route très rapidement, on verra après, en faisant un nouveau comptage, pour voir s'il y a eu des évolutions sur la vitesse des véhicules. Voilà. Et ça, c'est dans le cadre de la suite du dossier, hein, puisqu'on a déjà fait des dodanes, on a fait des stops, on a limité à 30 à l'heure cette avenue. Donc, c'est une suite par rapport aux discussions qu'on a eues avec les riverains. Et à quel endroit se font les rétrécissements? Parce qu'on voit juste des panneaux, donc combien de temps? Apparemment au milieu. C'est ce que j'avais déjà expliqué, c'est que l'agglomération n'est pas forcément très convaincue de faire ce rétrécissement, ayant peur qu'il y ait des remontées jusqu'à route de Corbeil. Donc on a obtenu de faire cette expérimentation. Ça se fera à peu près au milieu de la voie, et sans doute avec un sens de circulation prioritaire allant en direction route de Corbeil, puisque les relevés de vitesse
supérieures à 30 km sont plutôt dans le sens direction Barbus. Et pour combien de temps? L'expérimentation, la durée. Il faut prendre au moins 2 mois, il faut que ça soit, pour qu'on puisse faire le comptage, et on fera le comptage avant de faire l'aménagement, bien évidemment. Et lors du dernier conseil municipal, je vous avais interrogé sur l'expérimentation qui avait lieu à l'angle de Fernand-Léger et de l'avenue René Cassin, de ce carrefour qui a été supprimé et pour l'instant c'est toujours exactement au même niveau, sans aucune concertation des riverains et sans aucune information auprès des riverains. Non, l'agglomération, c'est ce que je vous avais dit, l'agglomération a fini son test et les travaux doivent se faire à la fin de... Avant la fin de l'année, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont refaire la même chose avec un aménagement paysager au centre. Puisque c'est un carrefour qui a été très nettement sécurisé. Il n'y a plus personne qui prend dans le bon sens et la visibilité est meilleure. Avec la possibilité... J'ai une question qui n'a rien à voir avec ça. Ça fait 2 fois en une semaine, j'ai de l'eau marron au robinet chez moi. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont fait la même remarque. Est-ce que vous avez vu remonter? Parce que l'eau est visiblement pas propre à la consommation. Alors est-ce qu'il y a eu des... Je vais essayer de me renseigner à la régie. Peut-être qu'ils ont fait des... Ça fait 2 fois en une semaine. Peut-être qu'ils ont fait des purges, je ne sais pas. Donc, Marion doit avoir une réunion demain à la régie. Est-ce qu'il y a d'autres endroits? Moi, je ne sais pas. Avenue de la Princesse. Très bien. Bon, ben merci. Monsieur Lico. Très rapidement. En fait, j'ai été interpellé par mes anciens voisins au quartier Vallon, donc ceux qui sont dans la montée de la rue de Savigny, qui va vers le collège. Et en fait, ils sont inquiets parce qu'apparemment, les murs anti-bruit qui étaient mis le long de l'autoroute, apparemment, ce qu'ils auraient pu entendre, c'est que les murs anti-bruit ne seront pas remplacés. C'est-à-dire qu'on les a retirés, mais... Ils ont été retirés pour faire les travaux. Oui. Ouais, d'accord. Parce qu'ils ne peuvent pas faire les travaux s'il y a une mur anti-bruit et ils seront remplacés. Par contre, il faut continuer à batailler puisqu'il y a une partie qui n'a jamais été terminée par le mur anti-bruit, à peu près 200 mètres ou 250 mètres en haut de l'autoroute, sous prétexte que dans cette portion d'autoroute, il y aurait moins de bruit qu'ailleurs sur l'autoroute. Mais ils seront remis et refaits. Ok, très bon. Ils ne remettent pas les anciens. Bon, bah, je leur dirai. Merci. Très bien. Bonne soirée.